Thank you very much. Merci beaucoup. Eh bien, je vais parler des cardiotoxicités du cancer chez les survivants de cancer qu'ils ont subi dans leur enfance. Eh bien, au cours des dernières décennies, il y a énormément de progrès pour ce qui est des cancers en médecine pédiatrique. Et il y a eu vraiment une amélioration de la survie, ce qui nous a permis de nous concentrer sur la toxicité et les effets plus tardifs. Et ça permet de nous focaliser sur trois choses. D'abord, il nous a semblé qu'il était important de comprendre l'évolution. Et en comprenant, par exemple, comment il peut y avoir des atteintes potentielles, comment cela peut évoluer en maladaptation, en mésadaptation, qui peut induire une cardiomyopathie, qui peut induire une insuffisance cardiaque, qui peut mener à une morbidité continue, un problème de pompe ou une mort subite. Alors, je vais m'étendre un petit peu plus sur les facteurs de risque. La première chose sur laquelle nous nous sommes concentrés, c'est qu'il y a des centaines de biomarqueurs que nous pouvons mesurer pendant le traitement, que si quelqu'un connaît des changements du point de vue cardiaque, mais en fait, on s'est posé la question de ceux qui pouvaient servir de critères d'évaluation de substitution. Et donc, en faisant cela, on s'est demandé pourquoi c'était si important. Parce que si on regarde ces numéros 1, 2, 3, 4, 5, on a essayé de se concentrer sur des stratégies de prévention. Ou en tout cas, et on s'est rendu compte que ces stratégies prophylactiques étaient progressivement moins efficaces au fur et à mesure qu'on allait vers un chiffre plus important, vers 2, 3, 4, 5. On s'est rendu compte que la prévention primaire était possible au début, prévention secondaire était possible plutôt vers les 2, 3 et 4. Et donc les stratégies de traitement, on s'est rendu compte qu'il y avait un plus grand impact vers plutôt les chiffres importants, mais des effets plus pérennes au niveau plutôt des 1 et 2. Et que le traitement est possible au niveau 4 et 5 pour réduire les séquelles. Et depuis le début des années 90, mes collègues et moi-même, on a mis en avant le concept suivant, c'est qu'il y avait un nouveau paradigme, qu'un traitement réussi du cancer est déterminé en fait par un équilibre entre l'efficacité oncologique et la toxicité et les effets tardifs tels qu'ils sont mesurés en termes de QALY, c'est-à-dire qualité de vie pour le patient et pour leur famille, et ce, tout au long de leur vie. Voici un exemple d'un enfant avec un cas de cancer très courant, leucémie aiguë lymphoblastique. Et on a commencé à faire des études de groupe et on voit que, on arrivait à des chiffres assez significatifs en termes de probabilité de survie sans événements. Et à l'école de médecine de Harvard et avec différents partenaires, voilà les résultats auxquels nous étions parvenus. Aux États-Unis, parce que nous avons eu beaucoup de gens qui ont survécu à des cancers dans leur enfance, on a pu avoir une étude longitudinale et on a pu tirer beaucoup d'enseignements de cette première génération de survivants.
Et donc l'Institut de médecine et la Société américaine contre le cancer a soutenu cette étude chez les survivants de cancer. Et cela a mis en évidence que les effets tardifs les plus communs et la morbidité relative 30 ans après le traitement subi, si on a d'un côté un groupe de survivants contre un groupe contrôle dans la fratrie, ce n'est pas seulement le cœur, il peut y avoir de la toxicité au niveau du rein. Et si on traite une insuffisance cardiaque, si quelqu'un souffre de certaines pathologies, c'est important de savoir quels sont les autres troubles pour pouvoir les traiter. Et on voit que, outre les problèmes neurocognitifs et les problèmes psychologiques, au niveau cardio-pulmonaire, les maladies, les risques de coronaropathie et d'insuffisance cardiaque congestive, était, vous le voyez, risque relatif de 10,4 ou 15,5. Et au niveau endocrinien également, quand on a également musculo-squelettique et d'autres malignités. Alors, si on regarde maintenant le risque de maladies cardiovasculaires symptomatiques prématurées, on voit le risque d'hypertension, de dyslipidémie, de diabète, d'obésité, mais également de maladies coronariennes, d'arythmie, de maladies valvulaires et d'insuffisance cardiaque. Et je sais qu'on a peu de temps, donc je voulais juste vous dire que bien souvent, on ne se concentre que sur un traitement. Et ces enfants ont tous reçu un traitement et il y a sans doute des toxicités de sources diverses. Voici une cohorte franco-britannique. Donc, toujours 2 personnes ayant survécu à un cancer dans leur enfance. Et vous voyez, 86 000 années de patients en termes de suivi. Et alors, là, ce sont des données de mortalité. Donc, comparé à la population générale en France et en Grande-Bretagne. Et ce que vous voyez, c'est qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, ce qui est observé par rapport à ce que l'on attendait, cela continue à croître, à augmenter, même 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 30 ou 35 ans après le diagnostic. Et cela croît de manière exponentielle. À droite, les maladies cardiaques, on voit un risque, un taux de mortalité cumulé qui, là aussi, croît de manière exponentielle. Donc, voilà ce que nous avons fait. On a regardé la contractilité du ventricule gauche pour essayer de voir quelle était, en fait, au niveau des cellules musculaires, la robustesse cardiaque. Et on se rend compte... vous voyez, en fait, en pointillé, le fin du traitement sous doxorubicine. Et ce que cela nous dit, c'est qu'à la fin du traitement sous doxorubicine, ces enfants qui, au début, avaient un cœur sain, ont des muscles cardiaques sérieusement non sains. Et donc, en termes de cardiomyopathie, même si c'est asymptomatique, il y a là des éléments significatifs. Pendant les 5 à 10 premières années, leur cœur semble retourner à un état normal du point de vue de la contractilité. Et il y a beaucoup d'éléments dans la littérature qui disent que ce n'est pas un problème, parce que c'est réversible. Et
c'est pourquoi il est important de pouvoir suivre l'évolution de ces patients, parce qu'on voit que c'est uniquement sur un suivi de long terme qu'on peut voir en fait si le traitement sous doxorubicine mené à une toxicité qui peut conduire à une morbidité, voire à une mortalité. Et ceux qui ont été le plus affectés, alors qu'ils passent le cap de la puberté et de l'âge adulte, on se rend compte que la santé de leur cellules musculaires cardiaques se dégrade de plus en plus. Et avec des cardiomyopathies qui sont de plus en plus présentes. Et donc, ce qui signifie que leur cœur devient trop petit pour leur corps. Et ça, on le voit 10 à 15 ans après. Et c'est une très large cohorte au Royaume-Uni, en France, également aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, aux États-Unis. Si on regarde toutes ces cohortes, c'est cohérent. On se rend compte que au bout de 20 ans, donc 20 ans après le cancer, il y a une augmentation par 8 de la mortalité due à une maladie cardiovasculaire. Et alors, l'une des choses que nous avons mis en évidence, c'est qu'on a regardé 8 ans après le traitement sous anthracycline pour une leucémie ou un sarcome, on s'est rendu compte qu'il y avait une fraction de raccourcissement qui était significative. On voit également ça chez des adultes, ce que vous voyez à gauche. La contractilité du ventricule gauche et donc en fait l'état des muscles cardiaques était sérieusement dégradé. Et on voit que la dose cumulée est plus susceptible de mener à ce type de complications. Mais ce qu'on voit à droite, c'est que chez les enfants en croissance, la post-charge peut être augmentée de manière assez considérable. Quand il y a une perte de muscle cardiaque au ventricule gauche, imaginez qu'il y ait un élastique entre mes doigts ici et que cela devienne lâche. Il n'y a plus d'élasticité. Et si je tends cet élastique, c'est comme si l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche était dégradée. Et c'est ça qui fait que la fonction cardiaque est dégradée. Et on a vu que chez les enfants les plus jeunes, à l'âge du diagnostic, donc au moment du diagnostic, les cellules musculaires devenaient plus importantes en taille. Et donc il y avait un nombre de cellules musculaires cardiaques qui n'étaient plus adaptées. Ce n'était plus suffisant. Ce qui veut dire que l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche par rapport à la taille du corps est trop réduite et que donc il y a un problème dû à la post-charge du ventricule gauche. Alors, si je pouvais voir par exemple un enfant 8 ans après le traitement dans ma clinique, et si cet enfant avait 450 mg par mètre carré en termes de dose de doxorubicine, pour un garçon, la probabilité de perte de contractilité n'était pas si importante, alors que chez une fille, la probabilité de contractilité fortement décrue était beaucoup plus forte. On continue à suivre ces enfants. Alors c'est un vrai défi. On a maintenant 40 ans de suivi et en moyenne 30 ans de suivi. Et ce qu'on a pu voir, c'est que 15 ans à peu près après le traitement, c'est là que s'opère une transition d'une cardiomyopathie dilatée vers une cardiomyopathie restrictive.
Et donc, nous, on lui a donné un petit nom assez sympathique, le syndrome du Grinch. Le Grinch, c'est ce personnage de livre pour enfants que tous les Américains connaissent, qui a un cœur trop petit pour son corps. Mais en fait, nous, ce que on a considéré, alors on verra quelle est la corrélation avec la dose, mais ce qu'on s'est dit, bon, on est des cardiologues, donc on fait beaucoup d'études, on utilise beaucoup de médicaments, donc essayons de voir l'effet de l'enalapril et de voir eh bien, quel est le bénéfice entre 6 et 10 ans, et notamment en termes de fraction de raccourcissement. Et on voit qu'entre 6 à 10 ans après, eh bien, vous voyez combien on est de plus en plus bas par rapport à la ligne rouge qui est donc la situation normale. Et donc, on arrive à 38%. Et alors, au début, on a vu qu'il y avait une amélioration au début. Donc, on s'est dit, formidable, ça veut dire qu'on peut avoir une action bénéfique avec l'enalapril. Mais en fait, on se rend compte, chez des gens qui avaient un dysfonctionnement du ventricule gauche qui était asymptomatique, eh bien, on a vu une amélioration précoce, mais entre 3 et 6 ans, eh bien, la plupart avaient besoin soit d'une greffe cardiaque, soit mouraient. Donc ça nous a poussé à penser que soit il fallait convaincre nos collègues oncologues de ne pas utiliser ces médicaments, ou alors il fallait essayer d'éviter cela, de prévenir cela, parce que bon, on n'arrive pas à prévenir. Et donc nos oncologues, nos collègues oncologues ont dit, c'est que peut-être si on donne la doxorubicine d'une manière un petit peu plus douce, avec des perfusions toutes les 3 semaines, et au lieu de donner une infusion de bolus en moins d'une heure, eh bien peut-être on va le faire sur 48 heures, donc avec de 12 cycles. Et l'idée, c'était que ça permettrait eh bien, d'avoir un pic moins élevé de doxorubicine et moins d'atteinte cardiaque. Alors, on l'a fait. On a mené eh bien, une étude randomisée contrôlée. C'est sans doute la plus longue période pour une étude en aveugle. On a maintenu l'aveugle pendant 15 ans. Et voilà ce qu'on a trouvé. Alors, ça, c'est la fraction de raccourcissement. Donc, vous voyez diagnostic avant toute doxorubicine. Et donc, vous avez d'un côté la perfusion bolus en bleu et d'un autre côté la perfusion en continu. Et on voit que 8 ans en moyenne après le traitement, eh bien, la fonction cardiaque était dégradée dans les deux groupes. Donc, il n'y avait pas de protection grâce à la perfusion en continu. Le muscle cardiaque était plus fin que la normale. Il y avait perte donc de protection et il y avait dilatation dans les deux cas. Et au moins aux États-Unis, eh bien, c'était logique. C'est encore dans beaucoup de protocoles, d'ailleurs, dans un but de protection cardiaque. Donc, ça coûte 1 milliard de plus par an, un mois d'hospitalisation supplémentaire pour ces adolescents et plus d'événements eh bien, thrombolytiques. Et donc, on avait un modèle animal, un modèle murin, et on a testé 200 produits différents de protection. Et ce qui était le plus prometteur, eh bien, c'était la dexraxosane que l'intervenant précédent a évoqué. Et ce qui se passe, c'est que la dexraxosane
Eh bien, parce que, en fait, avec la doxorubicine, eh bien, pardon, avec la dextraroxosane, on voit le processus ici qui donc entraîne un certain nombre de ruptures et de liaisons. Et donc, et quand on a testé, alors je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans le modèle murin qu'on avait avec 12 doses, eh bien, personne n'aurait envie que son cœur ressemble à ça, même si vous êtes tout au fond de la salle et que vous ne voyez pas bien. Je peux vous dire que ça n'est pas joli. Alors, quand on a pu lever l'aveugle, on a vu, là vous avez les deux bras de l'étude, en bleu le bras sous doxorubicine, en jaune le bras sous dextrazoxane et doxorubicine. Et donc on a testé le CTNT sérique. Et chez les filles, eh bien, dans les deux bras exactement de la même étude, on voit en fait la différence entre les filles et les garçons. Et quand on s'est penché sur eh bien, le remodelage ventriculaire, eh bien, ça a complètement empêché cela de se produire chez les filles. Alors, on a mené un certain nombre d'études. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis. Et ça a eu un effet protecteur dans toutes les études. Donc, je vais conclure maintenant. Et la cardiotoxicité associée avec les traitements cancéreux, eh bien, cette cardiotoxicité peut eh bien, être persistante et être progressive, et on peut passer complètement à côté cliniquement. Et eh bien, le fardeau qui est lié aux troubles cardiovasculaires eh bien, peut augmenter au fur et à mesure que cette population vieillit, et des facteurs génétiques, environnementaux, temporaux eh bien, peuvent interagir pour causer cette toxicité. Et donc, il faut identifier les groupes à risque pour pouvoir déterminer quelles sont les options de traitement les plus sûres, qui permettent le plus d'innocuité, pour pouvoir avoir des interventions plus ciblées. Et il faut eh bien, détecter, dépister l'hémochromatose, le gène de l'hémochromatose, et notamment les mutations de ce gène chez les enfants. On a vu que chez les enfants qui ont survécu à un cancer, eh bien, la doxorubicine en perfusion continue ne permet